Bonjour et bienvenue. En septembre, la France organise la Coupe du monde de rugby. Événement test à bien des égards avant les JO à Paris. Eh bien, I24 News Business Club s'est mis à la gymnastique pour vous parler de sport et de l'IA dans le sport avec le CEO de Drillite. C'est une PME du Val-de-Marne qui a délogé Reebok dans la Ligue mondiale du MMA aux États-Unis. Interview du créateur de Venom, connu pour ses gants de boxe, véritable success story tricolore dans les sports de combat. Franck Dupuis, son PDG, est dans la cage avec moi. Enfin, séquence placement, la croissance va-t-elle rebondir? Quelle valeur jouer? Réponse de Christian Parizeau, conseiller économique d'Aurel BGC, dans un instant. Le sport a bien évolué ces dernières années. De nouveaux records sont établis chaque année. Ces performances, elles sont en partie rendues possibles grâce aux nouvelles technologies. C'est l'ambition de la start-up Drillite qui met de l'IA dans le sport. Morgane Melchilsen, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors vous êtes un sportif de haut niveau. Hein. Et nous, en général, on aime les matchs quand on est sportif, même en canapé. Le verdict sur les terrains. Les entraînements, c'est un petit peu plus laborieux. Mais vous, votre start-up créée il y a 2 ans, justement, elle se focalise au départ sur la séquence entraînement. Pour vous, c'est la matrice de la performance? Exactement, et c'est un point qui est très important dans le sport. Et comme je le dis souvent, moi de mon côté, c'est si on n'est pas bon à l'entraînement, on n'est pas bon en match. Alors, vous avez mis au point avec Frédéric Najman, votre CTO, cette icône intelligent. 2 ans de R&D, bureau d'études en France, également dans d'autres pays, je crois, il y a de la recherche. Oui, on a fait de la recherche avec des laboratoires aux États-Unis, en Israël. Donc on a pas mal travaillé sur cette icône. Et on le voit, il s'allume, il y a des signaux lumineux, mais c'est un outil d'innovation technologique. Vous nous racontez comment ça marche? Exactement, oui, c'est un bel outil de travail, c'est une véritable innovation mondiale aujourd'hui et cet outil en fait permet de travailler tout l'aspect cognitif. On s'est rendu compte que les athlètes d'un point de vue athlétique, physique, avaient tous atteint un certain niveau avec un seuil de data qui était vraiment aujourd'hui au plus haut point. Et par contre, ce qui faisait les différences entre un très bon sportif et un bon sportif allait se passer plutôt au niveau cérébral et mental. Et nous, c'est cet aspect-là qu'on veut travailler avec l'icône. Donc c'est un objet cognitif qui va émettre du son et de la lumière et qui va pouvoir venir perturber le sportif dans n'importe quel type d'exercice, dans n'importe quel type de sport. C'est pour le mettre en situation, c'est plus pour l'athlète ou pour le coach? Alors ça va servir aux deux. Pour l'athlète, ça va le mettre dans des situations qui sont proches d'un mode compétition, je dirais, avec des choses inattendues qui vont se passer, où il va devoir s'adapter à la lumière et au son. Et c'est aussi un objet qui est capable de récolter de la donnée. Et cette donnée est vraiment à destination du coach pour calibrer vraiment son sportif et l'accompagner dans ses performances et sa progression. Donc c'est un équilibre, le résultat de l'équilibre entre le cognitif, la technique? Exactement, en fait, en développant le côté cognitif, on développe aussi son côté technique, et ce, dès le plus jeune âge. Donc c'est vraiment un objet qui permet d'exécuter plusieurs choses en même temps. Alors, si vous êtes lancé là-dedans, c'est peut-être parce que vous êtes un champion, en tout cas sportif de haut niveau, notamment dans le hockey. Mais c'est un marché en forte croissance, le sport. C'est un marché qui n'arrête pas de progresser depuis maintenant plusieurs années. On a beaucoup de nouvelles technologies qui s'importent et qui sont en place aujourd'hui dans le monde professionnel. Et nous, on a voulu prendre cette voie-là avec vraiment l'entraînement de demain qui sera surtout basé sur l'aspect cognitif. On se rend compte que la médecine du sport a également beaucoup évolué ces dernières années. Vous nous parlez là, de cette santé connectée, ce sport connecté, monitoring pour les genoux, les chevilles, les pieds, pour tout. Ça sert à tout? Exactement, en fait, quand on a mis en place cet objet, on a fait des premiers tests avec des grands clubs français dans le football, dans le basket, dans le rugby. Et en côtoyant ces clubs-là, on a été rapidement mis en contact avec des cellules médicales où on a pu faire des tests avec des patients de tout type, sur des blessures de type entorse de la cheville et retour à l'état normal du corps. Et on a aussi testé ce produit dans des processus de réhabilitation en cas d'AVC. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a des effets, il y a des choses qui se passent et aujourd'hui c'est quelque chose qui nous intéresse et qui intéresse aussi le monde de la médecine. Le sport connecté, globalement, c'est également un marché. On est dans l'émission business, on parle de sport, mais il y a des perspectives encourageantes de croissance. Clairement, c'est un marché qui aujourd'hui augmente d'année en année. Il y a des perspectives sur le sport santé où on prévoit un marché qui va doubler d'ici une dizaine d'années. C'est des choses qui sont... il se passe beaucoup de choses, c'est très intéressant et nous, on le ressent même à notre niveau depuis 2 ans maintenant qu'on travaille sur cette icône.
On est énormément contacté par différentes personas du marché et c'est hyper intéressant. Alors, vous étiez présent à Vivatech, salon de l'innovation, et on est dans une période particulière marquée par des grands rendez-vous sportifs. Je le disais, les JO en 2024, la Coupe du monde de rugby qui arrive très vite. C'est ça qui a convaincu le Village by Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes de vous héberger. On fait un point sur le financement, c'est bien les idées, mais il faut pouvoir lever de l'argent. Vous avez déjà levé près de 1 million, hein, c'est ça? Exactement, on a déjà effectué une première levée de fonds aux alentours d'1 million d'euros. Le village nous accompagne aussi dans notre stratégie marketing et à la fois business. On a eu la chance d'être invité au village by CA et à Vivatech. Et là, avec la croissance qui se profile, les contacts qu'on multiplie ces dernières semaines, on s'aperçoit qu'on a un besoin d'accélérer. Il y a une forte demande sur l'icône et donc on part en phase de levée de fonds. On va aller chercher environ 2 millions d'euros sur un objectif à plus ou moins court terme. Alors, ça se comprend bien, l'icône, hein, intelligent, quand on se lance sur un marché du sport, où il y a de très, très grandes signatures internationales, hein, pour citer quelques noms, Callaway dans le golf, Adidas, Fila, Li-Ning en Chine, Nike aux États-Unis, Mizuno au Japon. Quelles sont vos chances de trouver une place? Nous, notre chance de trouver une place, elle est de par la technologie qu'on développe. Donc, comme je le dis, c'est vraiment un objet qui est unique, qui est innovant sur le marché aujourd'hui. Et généralement, il nous faut très peu de temps pour convaincre un club, un coach ou une clinique sportive de pouvoir adopter l'objet assez rapidement. Club de haut niveau, enfants, tout ça, ce sont des cibles. Exactement. On travaille à la fois avec des clubs professionnels, on travaille aussi avec des clubs amateurs dans différents sports. Et à titre d'exemple, moi j'ai un petit garçon qui fait du sport, qui a 5 ans, qui s'entraîne quotidiennement avec cet objet. Et lui, dans son esprit, ne s'entraîne pas, il s'amuse. Mais moi, je remarque déjà de nettes améliorations grâce à l'icône. À l'international, quelles sont les étapes de développement? On prévoit d'abord de s'attaquer au marché français actuellement. On a déjà des contacts aux États-Unis, en Europe. On est déjà démarché par beaucoup de clubs, même en Afrique du Nord. Donc, c'est des choses qui sont très, très intéressantes pour nous. Et maintenant, d'un point de vue marketing, on veut y aller étape par étape. On ne veut pas griller les étapes. Donc, on sait qu'on a un marché européen qui est déjà assez gigantesque. Et on sait qu'on a quelque chose de très fort en Amérique du Nord aussi à jouer. Donc ça permet de lire l'info, c'est simple à utiliser, c'est sensible au toucher, rotation dynamique, détection de passage. Il y a de l'IA là-dedans, quoi. Il y a de l'IA dedans et c'est un objet aussi qu'on va encore développer, notamment avec un système de caméra qu'on va venir positionner sur le top de l'icône. Et là, on va pouvoir apporter des données aujourd'hui qui sont inexistantes dans le monde du sport. On va pouvoir calculer de nouvelles choses et remettre de la nouvelle donnée aux sportifs. Eh bien, on va parler de très grands champions justement dans un instant. Ils ont besoin des dernières technologies pour limiter l'impact des coups sur leur corps, pour gagner les matchs, et ils s'entraînent tous les jours. Ce sont les champions des sports de combat. Vous aimez bien aussi, Morgane? J'adore ça. Alors, vous restez, vous allez les suivre avec nous en coulisses. Tout de suite, le grand entretien consacré au sport de combat. Merci, Morgane Melchizen, d'avoir été notre invité. Tout de suite, le grand entretien. Le MMA, Mixed Martial Arts, c'est l'un des sports les plus populaires du monde depuis le milieu des années 2000. C'est dominé depuis lors par les Américains, les Brésiliens, mais figurez-vous qu'une société française s'est imposée. Venom est devenu l'équipementier de la prestigieuse organisation américaine de MMA, l'UFC. Un accomplissement pour la marque française à la tête de Cobra, fondée en 2006. Franck Dupuis, bonjour. Bonjour Fabienne. Vous êtes le président et le fondateur de la marque Venom. Et c'est vrai que c'est une aventure extraordinaire parce qu'en moins de 20 ans, vous êtes devenu la référence pour, bien sûr, les gants de boxe, mais pas seulement, on va en parler, et puis pour plein de sports de combat. Le MMA, il n'y a pas que ça, il y a le Muay Thai, le kickboxing, le jiu-jitsu brésilien, la boxe anglaise, vous en parlez mieux que moi, mais donc le MMA, c'est la convergence de tous les arts martiaux et vous surfez là-dessus en fait. On surfe sur le MMA depuis l'origine de la marque, puisque c'est le sport, la discipline qu'on a décidé de cibler au lancement. Pourquoi? Parce que c'était une discipline très peu justement adressée, travaillée par les marques de sport et même par les marques de sport de combat.
Donc, j'ai vu une opportunité, j'ai décidé de m'engouffrer. Et puis, aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait le bon choix à ce moment-là. Et puis, vous êtes incontournable aujourd'hui, hein, et vous habillez l'ensemble des combattants qui participent, je le parle, hein, l'UFC, c'est pas rien. En 2021, c'est absolument extraordinaire ce qui s'est passé. La petite PME de Val-de-Marne, je dis ça alors que je suis tout à fait impressionnée, a détrôné le géant américain Reebok. Et c'est vous, l'habilleur officiel de la principale ligue mondiale du MMA. Je pense que les Américains, les concurrents Everlast, ils n'ont toujours pas avalé la pilule aux États-Unis. Alors, certains ont dû vous dire bah, ça va s'arrêter. Mais je crois qu'il y a une suite déjà à cette histoire, non? Le contrat, il continue? Le contrat a été prolongé, effectivement. Donc, initialement, c'était un contrat assez court, finalement, qui a été prolongé de plusieurs années. Pourquoi? Parce que l'UFC s'est rendu compte qu'ils étaient venus chercher avec Venom de l'authenticité, hein, principalement suite à la demande des fans, qu'ils n'avaient pas trouvé réellement avec l'équipementier précédent. Et ils ont trouvé, en plus de l'authenticité, je pense, une forme de sérieux, de capacité de travail, d'exécution. Et donc, les deux parties aujourd'hui sont plutôt satisfaites. Alors, tous ceux que j'ai croisés dans la régie, dans les couloirs, ils savent ce que représente Venom dans les sports de combat. Donc, beaucoup d'émerveillement. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins, pour se rendre compte, l'UFC, la visibilité que vous avez eue avec le marché américain et pas seulement, vous avez quelques chiffres là pour qu'on se rende compte un peu l'ampleur de ce que ça représente comme visibilité, quoi. On est sur une chaîne business, donc déjà en termes de valorisation, l'UFC aujourd'hui c'était une marque qui depuis son rapprochement avec le WWE américain pèse plus de 20 milliards de dollars. Donc on est quand même sur des chiffres très conséquents, impressionnants. L'UFC c'est des dizaines de millions de téléspectateurs à chaque diffusion à travers le monde, donc non seulement aux États-Unis mais aussi en Europe et en Asie. Diffusé. Je crois que le MMA, il pénètre dans à peu près 1,2 milliard de foyers dans le monde. Je crois que je vais me mettre au combat avec vos gants dont on va parler. Je fais une transition parce que, justement, si vous avez réussi, il y a le marketing, mais surtout, vous jouez la carte de la R&D. Vous sortez un tout nouveau gant de boxe en fibre de coco. Expliquez-nous, hein, on a vu effectivement quelques champions au point un petit peu abîmé. Ça va se passer mieux parce que vous avez intégré... Enfin, qu'est-ce que vous gagnez avec cette fibre de coco? Cette fibre de coco, en fait, a des particularités, des propriétés naturelles assez extraordinaires, puisqu'elle offre à la fois une capacité d'absorption et un impact. Ce qui sont deux choses assez antinomiques, mais qui sont recherchées par les boxeurs professionnels. Donc le gant que vous venez de montrer, Fabienne, est un gant plutôt destiné à des boxeurs de boxe anglaise qui recherchent une performance extrême, qui veulent faire mal à l'adversaire, il faut être clair, il ne faut pas se cacher, et qui, souvent pour le faire, le font au détriment de leur santé, donc de leur phalange. Donc l'idée qu'on a eue chez Venom, c'est plutôt que de faire le énième gant avec du crin de cheval à l'intérieur, c'est aucune protection, on s'est dit il faut trouver un moyen d'offrir à la fois l'impact et la protection. Et c'est pour ça qu'on est allé vers le coco. C'est vrai qu'il a un impact, d'après ce que j'ai lu, au moins équivalent à celui des gants à crin de cheval. Hein. Oui. On a tous quelqu'un à qui on a envie de donner un uppercut. Ça peut servir. Ce qui est formidable, c'est que le modèle de Venom, on a parlé beaucoup des Américains, parlons des Français. Cette société française basée à Rungis, une centaine de personnes maintenant. Et votre modèle, je trouve, c'est celui de la diversité, celui de l'ascenseur social. Vous êtes trop modeste pour le raconter, je veux le dire. Il y a des jeunes chez vous qui viennent de Trappes, etc., et qui, au fil des années, sont devenus le directeur du marketing, le DG adjoint. On n'a jamais vu ça, parce que c'est le modèle français que vous exportez. Hein. C'était une volonté de votre part? Vous y croyez à ces valeurs-là? En fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans des boîtes. Pendant mes études, j'ai eu l'opportunité de faire des stages dans les boîtes françaises. Et dans les boîtes françaises, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait des stéréotypes assez tristes, du type, en fonction de ton diplôme, on va définir ce que tu vas devenir. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'époque, m'avait un peu surpris, déçu. Clairement, parce que je n'avais pas fait Polytechnique, donc je m'étais dit, je ne vais pas devenir ce que j'ai envie de devenir, donc clairement. Et après, je suis passé dans une boîte américaine, et dans les boîtes américaines, j'ai découvert des valeurs un peu différentes, plus centrées sur l'individu et sa performance personnelle, et qui m'ont paru plus cohérentes avec mes principes. Alors, on parle des champions aujourd'hui qui se battent pour vous. Hein, vous avez des ambassadeurs. Et quel ambassadeur, hein. Cyril Gane, c'est d'abord un pratiquant de Muay Thai, puis d'arts martiaux. Vous avez les plus grands champions. Il n'a pas pu remporter la ceinture des poids lourds.
mais quand il rentre dans la cage, hein, ça reste un moment unique. Et on peut dire qu'il a pu compter sur le soutien du public de Bercy face au Moldave Spivak, hein, un sauvage absolu, comme disent les spécialistes. Bon, ils s'entraînent chez vous, tous ces champions, hein, Lomachenko, l'Ukrainien. Vous nous en parlez un petit peu de ce qui se passe, cet écosystème autour de Venom? Venom, dans sa stratégie, a toujours voulu associer son image à l'excellence. Hein, comme beaucoup de marques de sport, hein, faut pas se cacher. Et donc, dans notre stratégie, il était essentiel de participer à l'aventure sportive d'un athlète de très haut niveau, et si possible, l'un des meilleurs de sa catégorie et de son univers. Donc Cyril Gane, Lomachenko sont les exemples typiques de gens ultra performants avec lesquels on a envie de travailler. Ouais, Lomachenko, hein, véritable légende de la boxe anglaise, hein, deuxième champion, 2 fois champion olympique, champion du monde dans 4 catégories de poids. Il est parti se battre en Ukraine, hein, incidemment, il est revenu. Ça se bat aussi du côté de Elias Mahmoudi, hein, on les voit à les écrans, ces champions Saladin Parnasse, parce que aujourd'hui, ce n'est pas seulement des shorts, on peut en parler de vos textiles, hein, il y a un travail de R&D, mais c'est tout un lifestyle aujourd'hui, une collection sportswear que vous avez lancée. Hein, ça se développe bien? Venom, c'est une marque qui a l'ambition de devenir pas seulement une marque de sport de combat, qui a l'ambition d'être une marque de sport. Et donc notre stratégie, c'est d'être un acteur reconnu et sérieux de l'athléisure. Donc on ne fait pas que du technique, on fait aussi du lifestyle. Alors, vous avez, on va voir également Benoît Saint-Denis, encore un champion, ancien des forces spéciales françaises. Il porte la gamme Stone et son côté R&D. Sur le textile aussi, sur la production, vous jouez la carte de l'excellence, mais comment ça se passe? Au début, au Brésil, vous n'étiez pas très content, hop, vous avez délocalisé. Il y a une agilité chez Venom qui explique le succès, ou comment ça marche? Gérer, c'est anticiper les difficultés, gérer les difficultés et les surpasser. Donc, à chaque fois qu'on rencontre une difficulté, qu'on rencontre un frein, on essaie de le contourner. Et généralement, on le contourne. Donc, effectivement, le Brésil n'offrait pas la satisfaction en termes de technicité, de capacité et de qualité. Donc, on est parti vers l'Asie. Et en Asie, on a développé des partenariats forts dans plusieurs pays d'Asie avec des acteurs locaux. Et puis, vous diversifiez, on va vous trouver présent dans le gaming. C'est arrivé que vous travaillez avec Ubisoft. Encore un nouveau projet en cours, vous nous en parlez. Et puis, dans le domaine des NFT, bref, vous êtes partout. Il y a des jeunes, d'ailleurs, finalement. En fait, on est partout où ça a, selon nous, de la cohérence par rapport à notre marque. Donc, la démographie, oui, ça a du sens. Être proche des jeunes, c'est important pour nous. Mais aussi, ce qui nous intéresse, c'est que les collaborations qu'on fait aient un sens par rapport aux valeurs portées par la marque. Et notamment, aujourd'hui, on s'est aperçu que notre marque porte beaucoup d'adrénaline en elle. Et donc, on travaille autour du concept de l'adrénaline dans le développement de nos produits, dans le développement de notre communication, parce qu'elle est très, très, très présente dans les sports de combat, mais pas que. Ça veut dire que tous les sports où on estime que l'adrénaline est présente vont commencer à intéresser Venom. Vous aimez bien la chaîne internationale parce que vous êtes un groupe international. Vous avez une info pour i24 News. Dans le gaming, racontez-nous votre prochain projet. Alors, le prochain projet concerne une société japonaise, donc avec laquelle on est en train de travailler au développement d'une gamme qui sera lancée simultanément avec la sortie d'un jeu vidéo qui s'appelle Taken. Donc le prochain opus de Taken verra en fait la sortie en parallèle d'une gamme développée par Venom. Alors, Venom se développe à l'international et on l'a vu avec quel succès. Quelles sont les zones où vous avez envie de vous développer? Et très curieusement, on pourrait le dire, non, c'est très intelligent, vous travaillez avec des rappeurs. C'est-à-dire, là, on n'est plus dans le sport, on est dans le monde de la musique, mais ça aussi, ça accroît la visibilité, n'est-ce pas? Exactement. Donc Venom, l'international, pour revenir sur l'international, Venom est présent aux États-Unis, en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Ça représente aujourd'hui 40% de notre chiffre d'affaires. On est présent en Europe. Ça représente aussi environ 40% du chiffre d'affaires. Et les 20% restants sont faits en Asie. Donc voilà. Par rapport aux rappeurs, en fait, ils sont là encore une extension naturelle à notre activité. Ils font partie intégrante de l'univers parce que dans Mixed Martial Arts, il y a Art. Et pour nous, il était naturel de mélanger l'univers artistique et l'univers du sport. Voilà. Donc c'est pour ça que naturellement, on est allé vers eux et que eux sont venus vers nous et plutôt contents. Donc les deux parties aussi, là encore une fois, très satisfaites de la rencontre.
Gradure, par exemple, il a tout compris. Je ne sais Oui. pas s'il vient s'entraîner chez vous, mais côté voix, le muscle est bien là. Hein. C'est ça, exactement. Et c'est quelqu'un avec qui, aujourd'hui, non seulement on travaille en termes de visibilité, ça va au-delà, puisqu'il y a une vraie passion de son côté. Et ça, pour nous, c'est très important, la passion, parce que je ne l'ai pas dit quand je parlais des athlètes, mais on ne signe jamais un athlète qui n'est pas sincère envers nous. Ça ne nous intéresse pas. Il croit à vos valeurs, ça veut dire. Voilà, c'est ça. Il doit croire à la marque, il doit aimer la marque, il doit l'apprécier. Sinon, il y a beaucoup de marques sur le marché et il y a beaucoup d'athlètes. On n'est pas obligé de se marier quand on n'a pas envie d'être ensemble. Donc nous, on part de ce principe-là. Et avec les rappeurs, c'est la même chose. Et un Gradure, par exemple, participe aujourd'hui directement au développement de certains produits. Et voilà, il suffit pas seulement de mettre un bob comme Gradure. Un petit mot sur les valeurs. J'ai bossé mon sujet, voilà, je l'écoute peut-être pas tous les jours, mais je vais m'y mettre. Un petit mot sur les valeurs de Venom. On a parlé de l'adrénaline, il n'y a pas que ça. Hein. La résilience, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est ça vos valeurs? Les valeurs de Venom, c'est l'envie d'innover, c'est l'esprit d'équipe et oui, la résilience, bien entendu, c'est surtout l'envie d'avancer, l'envie de changement. Il y a une forme de fourmillement permanent chez nous. On n'aime pas l'immobilisme, en fait. Le MMA, c'est un sport en vogue, vous l'avez compris, et Venom s'y fait un chemin avec ses valeurs, hein, résilience, abnégation, ambition, adrénaline. Merci Franck Dupuis. Merci. La dynamique est différente selon les pays, même au sein d'une même zone économique, Europe, Asie. Mais l'économie mondiale, pour le moment, ne donne pas vraiment l'image d'un ralentissement. On en parle avec Christian Parizeau, président d'Altaïr Economics. Christian Parizeau, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Alors, est-ce qu'on va vers un cycle économique plus classique? Il y a de quoi être un petit peu inquiet quand même. Oui, c'est compliqué parce que c'est vrai. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on n'est pas sur un effondrement de la croissance mondiale. On a quand même un pays qui résiste assez bien, ce sont les États-Unis. Alors pourtant, on a eu quand même des durcissements de politique monétaire assez violentes au cours des derniers mois, mais on s'aperçoit que finalement, le consommateur américain, il a assez bien résisté à l'inflation, il a assez bien résisté à la hausse des taux, et donc les États-Unis tirent la croissance mondiale. Alors, on a des déceptions, notamment la Chine, qui ne repart pas aussi vite qu'on pouvait l'attendre, mais la Chine redémarre quand même, hein, ça joue quand même sur la croissance mondiale, même si c'est un peu plus faible que ce qu'on espérait. Et puis, on a toujours un petit peu à la traîne l'Europe qui déçoit, mais finalement, l'Europe qui est, on dit, en récession technique, hein, entre nous, entre économistes, mais qui est en légère baisse d'activité. Mais il faut voir tous les chocs qu'a subi l'Europe, hein, entre la guerre en Ukraine, le choc énergétique que l'on a subi. Bah, finalement, l'Europe résiste aussi assez bien, elle aussi, à la remontée des taux directeurs de la BCE. On s'aperçoit que finalement, on n'est pas dans un scénario de récession comme on pouvait le craindre il y a encore quelques mois. Je sais que vous êtes un sportif de l'économie, c'est pour ça que vous faites partie de cette émission consacrée au sport. On se concentre un instant sur l'inflation, hein, qui nous soucie depuis toute cette année. On est parti de la déflation, réflation, inflation. C'est quoi le cycle? On va vers où? Alors, on a un mouvement de désinflation. Alors, désinflation, ça veut dire que l'inflation, les prix augmentent moins vite. Hein. Mais on est quand même sur une inflation. On reste quand même sur des prix qui continuent de progresser, mais beaucoup moins rapidement par rapport au choc que l'on a connu. La grosse incertitude aujourd'hui, c'est sur quel rythme de croisière va se stabiliser l'inflation. Les banquiers centraux, idéalement, ils vous diraient qu'il faut que ça se stabilise autour des 2%. Voilà, tout ira bien. Le risque qu'on a aujourd'hui, c'est que quand même, on a une inflation beaucoup plus domestique liée à la hausse des salaires. Alors, tout le monde va me dire, j'ai pas été augmenté autant, j'ai été augmenté beaucoup moins que l'inflation, mon salaire progresse pas tant que ça. Oui, mais aujourd'hui, on a une inflation qui quand même se nourrit des différentes hausses de salaire, notamment de tout ce qui est salaire indexé sur l'inflation. Hein, on pense notamment au salaire minimum. Et donc, finalement, on a peur que ça s'auto-entretienne. Alors, naturellement, on ne sera pas sur les pics d'inflation qu'on a connus par le passé, mais on pourrait avoir une inflation qui persiste entre 3 et 4%. Et ça, très clairement, c'est pas bien vu du côté de la BCE. Quand on regarde la demande, le scénario n'est pas le même côté service et côté industrie. Hein. Vous nous parlez d'une croissance en K, vous nous expliquez? Oui, alors on aime bien les lettres en économie. Alors pourquoi en K? Parce que ce qui se passe en ce moment dans l'économie, c'est ce qui complexifie forcément notre analyse, c'est qu'il y a des secteurs qui vont très très bien, qui peuvent augmenter les salaires, qui ont une capacité à relever les prix. Vous avez vu que les gens sont partis en vacances, ils n'ont pas hésité à partir malgré toutes les pressions qu'on a pu avoir sur le pouvoir d'achat. Donc on a ces secteurs des services qui n'est pas concurrencé par l'étranger, qui est assez protégé, qui a comme principe
principal coût de production, ce sont les salaires, et c'est quand même les salaires, c'est là où on a les plus fortes hausses aujourd'hui d'augmentation. Donc, ils ont leurs coûts qui augmentent, mais ils ont une forte demande, ce qui leur permet de relever les prix. Donc ça, c'est la partie positive du cas. Mais de l'autre, et on a des signaux assez mitigés de l'industrie qui, elle, souffre énormément. Alors, elle souffre aussi du fait qu'il y a peut-être un changement de consommation. Je vous prends un exemple. Les gens ont dit, je vais peut-être pas acheter ma voiture neuve maintenant, mais je vais partir en vacances. Donc, il y a un report de consommation. Et donc, ça veut dire que si ça va bien dans les services, c'est aussi parce qu'on a fait des arbitrages dans notre panier de consommation. Et aujourd'hui, la partie bien souffre. Et puis, derrière, on a eu aussi l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, le retour à la normale, une concurrence plus forte, le retour de la Chine. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on a aussi un secteur qui commence à véritablement souffrir et péricliter. Et ça fait maintenant, depuis à peu près 12 mois, qu'on a des baisses de commandes dans l'industrie. Et donc, ça pèse naturellement sur l'activité économique et à terme sur l'emploi. On nous parle beaucoup d'IA. Alors, quelle valeur on joue si on veut jouer la thématique? Alors, l'IA, vous avez soit vous achetez ceux qui font les pelles, hein, vous savez, quand on cherche l'or. Voilà, ceux qui font les pelles, ce sont ceux qui font les semi-conducteurs, c'est le secteur des semi-conducteurs. Et donc, on va jouer plutôt ces entreprises des semi-conducteurs, les sociétés qui développent, qui déploient l'IA avec leur offre informatique. On ne prend pas de risque si on joue les 7 magnifiques valeurs high-tech américaines. Et qu'est-ce qu'on fait en Europe alors? Alors, on ne prend pas de risque, juste un petit bémol quand même, hein. On prend quand même un risque parce qu'elles sont payées très cher aujourd'hui, hein, faut quand même pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les marchés ont décidé, au moins sur le premier semestre, de jouer des valeurs qui ne sont pas dépendantes de la conjoncture. Comme on n'a pas de visibilité sur l'économie, les banquiers centraux eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc, le mieux, c'est de jouer des valeurs qui sont déconnectées de l'économie. Et on a joué l'intelligence artificielle et, en Europe, le luxe, naturellement, ce secteur qui devrait profiter encore d'une forte demande dans les prochaines années. LVMH, Richemont, Christian Dior, Hermès, on a le choix. Merci beaucoup Christian Parizeau d'avoir été notre invité. Je rappelle, vous êtes conseiller économique chez Aurel BGC, président d'Altaïr Economics. Et merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission, Paul Cachelou, Mélanie, André Zetoun, Bertrand Séguier. Merci à tous nos invités. Merci de votre attention. Vive le sport et vive le business. Business is beautiful.